Merci, Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur le plateau de la télévision Futur Média. Ce soir, nous recevons notre confrère Momar Seni Ndiaye. Il est journaliste naturellement, analyste politique. Bonsoir, Momar. Bonsoir, Antoine. Ce soir, nous allons analyser tout ce bouillonnement politique avec comme prétexte le renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale, avec une opposition qui s'organise, avec un front pour la régularité et la transparence des élections et un groupe parlementaire annoncé. Comment vous analysez tout cela, Momar Seni Ndiaye? Non, je dis que c'est un branle-bas de combat avant l'échéance fatidique que tout le monde attend, qui est donc 2017. Si tant est qu'il y aura une élection effectivement en 2017. Donc je pense qu'à moins de 15 mois de ces élections qui sont annoncées, il est normal que les principales forces politiques s'organisent et que chacun de son côté, évidemment, essaie de se donner les meilleurs moyens, les meilleures conditions pour pouvoir réussir cette élection. Donc le pouvoir s'organise autour de ce qui est sa base naturelle, c'est-à-dire Benno Bokk Yakaar, et l'opposition, ou ce qu'il en reste, tente également de s'opposer pour réaliser un semblant d'unité qui lui eût permis, si c'est possible, en 2017, au deuxième tour, éventuellement, de prendre le dessus sur le président Macky Sall. Mais pour l'instant, on en est encore loin. Pour l'heure, c'est l'organisation. Logique de pré-campagne. Mais est-ce qu'on peut dire, avec tout ce que l'opposition est en train de prendre comme initiative, que cette opposition est ambitieuse? Non, je ne pense pas que cette opposition soit vraiment ambitieuse. Pour la simple raison que la base de l'unité, ou de ce qui est de l'unité, c'est pas une unité organique, c'est juste une unité d'action que l'opposition est en train de mettre en place. Cette base est fondée sur ce qu'ils appellent la transparence des élections. Or, il faut quand même reconnaître les choses, Antoine. Les élections sont devenues transparentes au Sénégal. Le cadre qu'ils viennent de mettre est une sorte de remake d'un autre cadre qu'on connaissait déjà du temps de Diouf, le FRTE, où effectivement les élections étaient plus ou moins tripatouillées, où la transparence était sujette à caution. Aujourd'hui, l'opposition cherche un prétexte pour s'organiser, mettre en place un semblant de dispositif unitaire pour pouvoir éventuellement montrer à la face des Sénégalais une sorte d'unité de façade. Mais je ne pense pas que aujourd'hui, se réunir autour de la transparence des élections soit effectivement quelque chose de pertinent. Oui. Ce qu'on aurait pu attendre effectivement, Antoine, ce qu'on disait un peu avant de passer à l'antenne, c'est effectivement que l'opposition puisse s'organiser autour d'un programme. Aujourd'hui, si toute l'opposition se réunissent autour d'un programme, nous disent voilà ce qu'on veut faire, voilà le projet de société que nous proposons aux Sénégalais, voilà ce que les contre-propositions que nous faisons au président Macky Sall avec le PSE et toutes les mesures qu'il est en train de prendre pour essayer de sortir les Sénégalais de la pauvreté, et ça, on aurait compris. Oui, pourtant, cette opposition dit qu'elle se réunit pour prendre en charge les préoccupations des populations parce qu'on a en face de nous un gouvernement incapable. Non, l'opposition peut dire ce qu'elle veut, le pouvoir aussi, et ainsi, peut aussi dire ce qu'il veut. Aujourd'hui, effectivement, il y a des dérives dans le pouvoir. Ça, personne ne peut le nier. Il y a des réalisations qui sont quand même flagrantes et qui crèvent l'œil, qui peuvent faire en sorte qu'on puisse juger plus ou moins bien ce gouvernement. Je pense que faire du nihilisme, c'est de dire simplement que le gouvernement Macky Sall n'a rien fait, alors qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été faites, même si, dans l'ensemble, on peut quand même ressentir une petite déception, en tout cas une attente non satisfaite globalement parlant. Mais ce qui est réel aujourd'hui, c'est que l'opposition, pour l'instant, ne propose absolument rien comme contrepoids à ce qui est proposé par le pouvoir. En tout cas, ça ne transparaît pas dans les propositions, ça ne transparaît pas dans le cadre organisationnel qu'ils ont mis en place, parce que c'est un cadre organisationnel qui est chargé de voir... Peut-être que c'est prématuré de parler de tout cela. On est quand même à l'état de balbutiement. Peut-être plus tard, on va voir beaucoup plus clair comment les choses vont se passer, non? En tout cas, jusqu'à présent, c'est un cadre organisationnel chargé de veiller à la transparence des élections. Ce n'est pas un cadre organique qui veut proposer un projet de société avec éventuellement un candidat unique ou un ou deux candidats qui pourraient éventuellement, avec des accords de désistement, se présenter contre Macky Sall au deuxième tour. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est tout simplement une opposition qui veut trouver également un prétexte à ce que vous avez dit au départ, c'est comment traduire sur le terrain politique l'unité au niveau de l'Assemblée nationale. En réalité, c'est ça. Ils veulent établir un pont entre l'organisation et le groupe libéral social-démocratique qu'ils vont présenter à l'Assemblée nationale. Et pour cela, il fallait effectivement mettre en place un cadre organisationnel. Pour moi, c'est la seule préoccupation aujourd'hui de l'opposition, c'est de pouvoir effectivement profiter
de tous les des postes des OBAN qui sont des OBAD qui sont distribués au niveau de l'Assemblée nationale pour pouvoir effectivement, parce qu'il y a une loi qui aujourd'hui met à 15 le niveau des députés pour pouvoir disposer d'un groupe parlementaire. Si elle ne s'organise pas, le PDS va disparaître comme groupe parlementaire et les autres partis seront complètement atomisés. Donc ils ont voulu, c'est une stratégie politique aussi qui vaut ce qu'elle vaut, ils ont voulu s'organiser au niveau de l'Assemblée nationale, mais comment trouver un pendant de cette organisation sur le terrain politique, c'était précisément de mettre en place cette sorte d'organisation pour la transparence des élections, alors qu'apparemment rien ne dit que les élections ne seront pas transparentes. Oui, justement, cette même opposition est quelque part divisée. Je veux parler du Parti démocratique sénégalais, avec le contrôle du groupe parlementaire libéral à l'Assemblée nationale. Est-ce que cela ne va pas constituer quelque part un facteur bloquant pour l'élan que l'opposition a déjà pris? Mais c'est ce que je dis. Et je trouve dommage, Antoine, qu'on transpose sur le terrain de l'Assemblée nationale, qui est une institution sérieuse, dans laquelle on discute de problèmes sérieux qui concernent la nation, qu'on transpose dans cette illustre assemblée les problèmes crypto-personnels du PDS. Si Maître Wade dirige de manière autoritaire son parti, s'il y a des soupçons très sérieux qui pèsent sur Modou Diagne Sall, dont le comportement est plus que sinueux, il est évident que c'est des problèmes... Soupçonné de se rapprocher de Macky Oui, mais bien Sall, entendu, ça fait très longtemps déjà qu'on parle de cela. Moi, je pense que le PDS aurait dû régler ses problèmes à l'interne et non pas transposer sur le terrain parlementaire un problème qui leur est particulier. Je trouve également que les autres partis se laissent entraîner par cette dérive qu'on trouve dans le PDS depuis déjà un certain nombre de temps et qui occulte effectivement de vrais débats. Que faire de l'Assemblée nationale? Est-ce que l'Assemblée nationale est aujourd'hui une institution dans laquelle on peut débattre des questions sérieuses portant sur la vie de la nation et qui engage évidemment tous les Sénégalais? Oui. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Il faut oser le dire. Oser le dire. Est-ce que le PDS peut sortir indemne de cette division, de cette fracture, on peut l'appeler ainsi? Le PDS est plus que fracturé, il est éclaté. Depuis déjà un certain nombre de temps, depuis qu'ils ont perdu le pouvoir, ils ont perdu un peu le nord. Depuis l'arrestation de Karim Wade, sur laquelle on peut dire beaucoup de choses, le PDS effectivement a perdu beaucoup de repères. Parce que c'était un parti autocratique qui était dirigé par un seul homme, qui décidait de tout et qui apprenait à tous les responsables du PDS. La seule constante, comme on l'appelait. La seule constante et qui était omnipotent, omniscient et omniprésent. C'est Abdoulaye Wade, donc, de ce point de vue-là, a dirigé le PDS comme sa propre maison, sa propre famille. Et aujourd'hui, ils en paient les conséquences. Donc, le PDS est plus qu'éclaté et son éclatement ne va pas s'arrêter. Parce que Modou Diagne Fada, sous le prétexte de réclamer une certaine démocratie interne, a d'autres visées qui apparaissent de plus en plus clairement aux yeux de toutes les populations. Le PDS aussi, n'ayant pas fonctionné sur les bases d'une véritable démocratie interne, veut utiliser les mêmes méthodes qu'ils ont jusqu'ici utilisées pour écarter des personnes qui ont des points de vue contraires. Donc, dans des conditions comme ça, effectivement, le PDS ne peut qu'éclater. Momar Senigay, on va analyser un peu, disons, les différentes composantes de ce regroupement de l'opposition. Il y a Réumi, d'Idrissa Seck, l'UCS d'Abdoulaye Baldé, le PDS d'Abdoulaye Wade, entre autres. Qu'est-ce qui peut se passer au sein d'un tel groupe où les ambitions sont là, choc des ambitions et risque d'éclatement possible? C'est ce que je disais, c'est nécessité fait loi, comme on dit. Aujourd'hui, s'il ne s'organise pas, évidemment, l'opposition n'aura plus de groupe parlementaire. Et c'est en ce moment-là que, précisément, l'opposition tente de raccoler un peu ces morceaux, de rassembler tous ces tenants dont vous avez parlé, oui, et qui n'ont pas pu déjà cohabiter du temps du PDS. Sans oublier Pape Diop. Sans oublier Pape Diop, bien sûr. Tous ces responsables du PDS n'ont pas pu cohabiter correctement quand Wade était déjà même au pouvoir. Oui. Ils pourront difficilement le faire quand Wade a perdu le pouvoir. Aujourd'hui, il y a une seule et unique préoccupation, c'est comment garder le groupe parlementaire PDS ou libéral opposition à l'Assemblée nationale, et c'est la base un peu de l'accord. Mais je dis que c'est vraiment un accord à minima qui ne va pas résister à l'épreuve du temps. Au fur et à mesure qu'on avancera vers les élections, vous allez voir que le groupe va s'effriter. Effectivement, en tout cas, il y aura des frictions qui absolument pourront mettre en cause un peu cette organisation. Il y a trop de fortes personnalités dans cette opposition pour qu'on puisse imaginer un seul instant que cela puisse durer longtemps. Or, aujourd'hui, ce qui aurait été, par exemple, préférable, c'est qu'on nous dise, par exemple, voilà, on va regrouper tout le monde sur la base d'une plateforme programmatique politique et on va désigner le leader
de ce groupe qui va s'opposer à Macky Sall au premier tour. Éventuellement, peut-être permettre un deuxième leader qui pourrait, avec des accords de désistement, comme je l'ai dit plus tôt, avec ces accords de désistement, affronter Macky Sall au deuxième tour. Or, ce n'est pas ça, Antoine. Ce qu'on voit, effectivement, c'est une préoccupation purement matérialiste, de dire il y a des postes à l'Assemblée nationale, il faut pouvoir se les partager, sinon on va tout perdre. Et pour cela, il va falloir qu'on se regroupe. Maintenant, c'est quand même dommage qu'une opposition ne se regroupe que sur des bases opportunistes pour dire simplement qu'il y a des postes, il faut bien les occuper. Pour cela, on va trouver un accord à minima sur lequel effectivement personne ne peut ne pas s'accorder. Quand on réclame la transparence des élections, c'est le lieu commun, tout le monde on ne peut pas ne pas être d'accord. Très bien, ça c'est l'intérêt, en tout cas politique. Nous allons revenir un peu en arrière avec le fameux Front pour la régularité et la transparence. L'opposition qui demande le départ du ministre de l'Intérieur parce qu'il est partisan. Cette revendication, comment vous la trouvez? Non, mais je trouve cette revendication excessive parce que, et de toute façon, je la trouve un peu excessive parce qu'il est prouvé que tous les ministres de l'Intérieur, Ousmane Ngom et ceux qui l'ont précédé, ont organisé des élections que le parti au pouvoir a perdu. Donc, a priori, je ne vois pas pourquoi on pourrait dire qu'on pourrait en vouloir au ministre de l'Intérieur. Évidemment, quand le ministre de l'Intérieur est de l'APR, ça pose toujours problème. Mais dans les grandes démocraties, les ministres de l'Intérieur appartiennent au parti au pouvoir. Le ministère de l'Intérieur s'occupe de l'organisation. C'est l'homme de confiance du président. Mais il ne peut pas ne pas en être autrement. De toute façon, un ministre de l'Intérieur ne peut pas ne pas avoir la confiance du président. Dans les grandes démocraties, ce sont les ministres de l'Intérieur des partis au pouvoir qui organisent ces élections. Le ministre lui-même ne doit pas s'occuper des élections. Il a mis en place une direction générale des élections qui a l'organisation pratique. C'est comme ça qu'est organisée notre architecture électorale. Vous avez d'un côté les organes de contrôle et de régulation, vous avez les organes de déclaration des résultats, de proclamation des résultats. Exemple, vous avez des organes de recours également, et le dispositif, il est complet. Si le ministre de l'Intérieur considère qu'il a une administration neutre, qui peut organiser des élections de la façon la plus neutre qui soit, sans essayer de la tripatouiller, effectivement, je ne vois pas pourquoi on demanderait son départ. D'ailleurs, au cours des élections passées de juin 2014, le parti au pouvoir a quand même perdu les grandes villes. Du point de vue symbolique, si le ministre de l'Intérieur avait la possibilité de tripatouiller les élections, je vous assure que Macky Sall n'aurait jamais accepté de perdre Dakar. C'est quand même une ville symbole. Et de ce point de vue-là, je ne pense pas que ces critiques soient formées. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut baisser la garde, qu'il faut arrêter d'être vigilant. Il faut surveiller le ministre de l'Intérieur et toute l'administration de l'élection comme du lait sur le feu et s'assurer effectivement que toutes les garanties sont prises pour que les élections se déroulent normalement comme ça l'a été depuis déjà une douzaine d'années. Oui. Dernière question, vraiment pour boucler cette fois-ci, c'est le budget 2016. 3 000 milliards, disons plus de 3 000 milliards. 3022 milliards. Exactement. Ambitieux comme budget? Bon, mais c'est un budget qui est un peu à la hauteur un peu des visions déclinées, des ambitions. Des ambitions du Sénégal, de notre PIB, parce que le budget aussi, quelque part, c'est un ratio qui est accolé à notre produit intérieur brut. On ne peut pas avoir un budget qui dépasse nos capacités. Le budget, donc, c'est évidemment un document qui s'équilibre en recettes et en dépenses. Aujourd'hui, il faut voir si on a les moyens d'avoir... C'est bon d'avoir des ambitions, mais c'est bon aussi d'avoir les moyens de recouvrer l'impôt, de recouvrer les droits de douane, les impôts, toutes les recettes qui nous permettent effectivement, plus maintenant l'apport des aides extérieures pour pouvoir faire ce budget. C'est un budget ambitieux. Mais comparé, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à la Côte d'Ivoire, évidemment, 5 000 milliards. À 5 000 milliards. La Côte d'Ivoire, sauf que ce n'est pas comparable. Si on compare aujourd'hui, même les ambitions du PSE, c'est encore en deçà de ce qu'on peut espérer pour le PSE. C'est moins que le PSE. Et c'est probablement moins que les besoins de tous les Sénégalais. Donc c'est un budget, à mon avis, réaliste, qu'il faut pouvoir mettre en œuvre et réaliser, et surtout dans une année charnière. Parce qu'il ne faut pas se rendre compte, le 2015-2016, c'est la seule année budgétaire complète que le gouvernement a. 2016, parce que 2017, le gouvernement, si les élections se tiennent, n'aura pas une année budgétaire complète. C'est clair. C'est clair. Donc, ce n'est qu'en 2016 où le gouvernement a vraiment un budget, une année complète pour réaliser les 3022 milliards de réalisations pour les faire. Donc, de ce point de vue-là, si le budget n'est pas réaliste, évidemment, les coûts seront pour le gouvernement, mais également, évidemment, pour les Sénégalais. 30 secondes. Vous revenez de la Guinée, où s'est tenue une élection présidentielle avec une opposition qui conteste.
Un mot sur cette élection présidentielle. Oui, ça fait quelques semaines que je suis revenu de Guinée, mais j'étais là pendant la période préélectorale, effectivement. Bon, il est évident que la Guinée aussi est un pays de dérive. Le président Alpha Condé n'arrête pas de commettre des actes, de violenter l'opposition, de restreindre les libertés, même si on peut lui créditer quelques réalisations. J'ai un petit peu vécu en Guinée, je sais que la situation a beaucoup changé, puisqu'aujourd'hui on a l'électricité et l'eau en abondance, ou presque en tous les cas. Il dit qu'il a fait en 5 ans ce que personne n'a fait en 50 ans. Mais parce que lui-même, il avait dit au départ qu'il a hérité d'un pays et non d'un État. Oui. Ça veut dire que l'État est complètement déstructuré en Guinée. La corruption a atteint des niveaux qu'on ne peut pas imaginer. Aujourd'hui, l'opposition ne jouit pas malheureusement de tous ses droits. En 5 ans de pouvoir, on peut nommer 157 morts. C'est quand même des choses extraordinaires. 67 morts, c'est quand même extraordinaire. On ne peut pas aussi fermer les yeux sur les dérives de Alpha Condé. Maintenant, on ne peut pas aussi ne pas reprocher à Céline Dalein Diallo quelques dérives ethnicistes. Je pense que il y a un équilibre à trouver ça, tous les Kouyaté, les Sidya Touré, bon, c'est quand même, c'est des opposants dont le poids politique électoral n'est pas très important, mais qui peuvent venir en appoint, soit au président ou à l'opposition. Aujourd'hui, ils sont du côté de l'opposition. Disons que la Guinée, comme vous l'avez titré dans votre journal, est aujourd'hui dans une situation extrêmement complexe. Les résultats commencent déjà à être contestés avant même qu'ils fussent publiés pour vendredi. L'opposition se déclare déjà battue, le pouvoir commence à bander les muscles. Je pense que c'est une situation difficile, très risquée. Oui. Et aujourd'hui, on a beaucoup à craindre pour la Guinée, effectivement. En tout cas, merci infiniment. C'est moi qui te remercie, Antoine. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci de m'avoir invité. Je rappelle que vous êtes journaliste, analyste politique. Mesdames, Messieurs, c'est tout ce soir. À vous, Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop. Excellente soirée chez vous.